À 10:00 heure locale, quelque part dans l'oblast de Kharkiv, occuper un poste de commandement russe consulte Telegram au lieu des écrans radars. Ils ignorent qu'à 100 km de là, un chasseur Su-27 ukrainien fonce vers eux prêt à livrer sa charge utile. Jusqu'à présent, la mission se déroule comme prévu. Mais cela va changer en l'espace de quelques secondes. Un système de défense aérienne russe jusqu'alors inconnu commence à illuminer le chasseur ukrainien. Le récepteur d'alerte radar du Su-27 explose d'alarme. Un rayonnement en bande X peint l'appareil à 300 km de distance. Le pilote pousse la manette des gaz à fond, virant brusquement à gauche. Ces deux réacteurs HAL-30 et 1F hurlent à puissance maximale. Le radar Gravestone du système SQ-300 l'a repéré. Ces 2500 modules électroniques dirigent des faisceaux invisibles sans qu'aucune pièce mécanique ne bouge. Le missile 40 N6E s'échappe de son lanceur. 7 mètres et demi de mauvaises nouvelles, accélérant à Mach 14. Dans le véhicule de commandement du SQ-300, les opérateurs suivent la piste numéro 247, la désignation pour ce Su-27. Le missile se dirige vers le point d'interception calculé. Il ne poursuit pas l'avion, il vole vers l'endroit où les calculs prévoient qu'il sera dans 90 secondes. Ceci est rendu possible par le concept de guidage proportionnel. Au lieu de suivre la trajectoire de l'appareil, il calcule la route la plus courte vers le point d'interception. C'est l'équivalent de couper à travers un parking au lieu de suivre le trottoir. L'ordinateur du SQ-300 résout ce problème géométrique 100 fois par seconde. Il met à jour le point de rencontre en fonction de la vitesse et du cap actuel du Su-27. À 150 mètres au-dessus des champs ukrainiens, le pilote plonge vers une vallée fluviale, utilisant la courbure terrestre comme blindage. Cette courbure crée un cône d'ombre radar que le SQ-300 ne peut pas pénétrer. À cette portée, l'horizon bloque toute détection en dessous de 300 mètres d'altitude. Le missile reçoit des mises à jour via sa liaison de données cap 300 vitesse 200 mètres par seconde altitude inconnue. Il vole essentiellement à l'aveugle, guidé par la probabilité plutôt que par la certitude. Mais l'ordinateur du SQ-300 est en train d'apprendre ses schémas de vol. Des algorithmes de filtrage combinent les données radar avec des prédictions basées sur la physique. Les tactiques ukrainiennes exigent une remontée en altitude pour le largage des munitions. Le système ne fait pas que traquer, il prédit. Il calcule où le pilote réapparaîtra basé sur des douzaines de frappes précédentes. Le missile ajuste sa trajectoire vers ce point prédit. Il parie que la physique l'emportera sur l'imprévisibilité humaine. Le pilote regarde l'affichage de menaces calculer le temps d'impact, tandis que ses jauges de carburant chutent. Le détour pour éviter le premier missile lui a déjà coûté 5 minutes de vol. À basse altitude, les réacteurs HAL-30 et 1F consomment 300 kg de kérosène par minute, contre 120 en altitude de croisière. Chaque seconde passée à jouer avec les missiles est une seconde de moins pour rentrer à la base. Mais sa réserve de carburant devient soudain le moindre de ses soucis. Une deuxième batterie, SQ-300, s'active à 350 km de là, en territoire russe. Celle-ci ne traque pas, elle parie. Le missile 4-8N-6DM est lancé vers le ciel vide. Il est programmé pour arriver à l'endroit où les statistiques prévoient l'apparition des appareils ukrainiens. Les Russes transforment la défense aérienne en un calcul de probabilité tirant sur des schémas de vol plutôt que sur des avions. Ce tir de barrage prédictif fonctionne car les exigences de la mission créent de la prévisibilité. Pour larguer une bombe JDAMIR à portée maximale, il faut une altitude et une vitesse spécifiques. La bombe est un planeur. Elle a besoin d'altitude pour parcourir 70 km jusqu'à sa cible. Comme un avion en papier lancé du toit d'un immeuble volera plus loin que celui lancé du sol. Les ailes de la JDAM nécessitent également une vitesse aérienne précise pour se déployer correctement. La fenêtre optimale 8200 mètres d'altitude, à 400 Newton, apparaît des dizaines de fois dans les bases de données russes. Il parie que ce pilote atteindra cette fenêtre car la physique ne lui laisse pas le choix. Le missile SQ-300 vole vers son point d'embuscade désigné et attend. Son autodirecteur scrute le ciel vide comme un prédateur guettant un sentier de chasse. Après 8 secondes, sans rien trouver, il s'autodétruit. 180 kg d'explosifs créent une brève boule de feu, sans autre résultat que de réchauffer quelques nuages. Mais la première batterie SQ-300 ne renonce pas. Ses opérateurs recalibrent les données injectant de nouvelles solutions d'interception dans leurs missiles restants. À 350 km même, les missiles hypersoniques ont besoin de temps pour arriver.
temps que le pilote utilise pour disparaître dans le relief. La plus grande force du système Squatre sans sa portée extrême devient une faiblesse lorsque les cibles refusent de suivre des chemins prévisibles. La déviation du pilote le place directement devant une batterie S-300 située à 80 km. Son radar, Grille-Pan, est déjà en train de suivre une cible intéressante. L'altimètre radar du SU-Wing 7 émet 50 fois par seconde sur 4 GHz, signalant sa présence. Le pilote ne réalise pas que son système de sécurité est devenu une balise de repérage pour des missiles beaucoup plus proches. Les 10 000 lieux électroniques du S-300 créent des faisceaux extrêmement fins pour un suivi chirurgical. Pas de parabole rotative, juste un pointage électronique pur. Ce système peut suivre une douzaine de cibles et guider simultanément des missiles vers la moitié d'entre elles. L'opérateur radar observe le SU-Wing 7 zigzaguer entre les collines variant entre 60 et 240 mètres d'altitude. 2 missiles 9 M82M sortent en trombe de leur lanceur. Ce ne sont pas les marteaux stratégiques du Squatre 100, mais des scalpels tactiques. Ils sont conçus pour des coups au but garantis à moins de 100 km. Ces missiles accélèrent à Mach 7.5, utilisant un profil de poussée progressive qui économise le carburant pour la phase terminale. Le système d'alerte du pilote hurle alors que des faisceaux de guidage par commande illuminent son appareil. Il s'agit du guidage semi-actif par commande ou SAG. Un opérateur humain pilote littéralement le missile à l'aide d'un manche à balai tout en observant la cible à l'écran. Pas d'ordinateur à brouiller, pas d'autodirecteur à tromper. Juste un opérateur aux mains stables guidant 480 kg d'explosifs à Mach 8. Le pilote largue des paillettes et vire à gauche vers une crête. Les bandes d'aluminium s'épanouissent derrière l'avion, chacune coupée à la moitié exacte de la longueur d'onde radar. Le SU-Wing 7 se transforme en un nuage de fausses cibles. Le premier opérateur du missile mord à l'hameçon ses réticules, glissant sur le retour radar le plus fort. Mais le second opérateur a l'expérience. Il maintient son collimateur sur la cible originale, observant sa progression vers la crête. Le pilote garde son sang-froid alors que le sol approche à 200 mètres par seconde. S'il remonte trop tôt, le missile s'ajuste. Trop tard, c'est la fin. À exactement 300 mètres de distance, il tire violemment sur le manche subissant 6G, son avion gémissant sous la contrainte. La manœuvre crée une distance entre lui et le faisceau de guidage. Le missile soudain aveugle continue tout droit et s'écrase, ajoutant un nouveau cratère au paysage ukrainien. Mais la célébration est prématurée. La manœuvre défensive du pilote a consommé du carburant précieux et a révélé sa position à tous les radars dans un rayon de 200 km. La jauge affiche 58% suffisant pour l'instant. Mais d'autres tirent et ils risquent de ne jamais rentrer. 3 autres batteries S-300 se dévoilent simultanément, créant des champs de tir entrelacés. La batterie de tête lance 4 missiles en 2 secondes, chacun programmé pour un angle d'interception différent. Ceci est la doctrine soviétique par excellence, mettre des missiles partout où la cible pourrait aller. Le guidage humain rend ces missiles particulièrement redoutables. L'opérateur peut anticiper chaque mouvement et ajuster les contre-mesures. C'est le jeu vidéo le plus dangereux du monde avec une cible réelle. Le pilote exécute une manœuvre interdite en école de pilotage, la montée en piqué vertical post-combustion maximale. Cette montée rapide échange toute sa vitesse contre de l'altitude, le faisant passer de 150 à 1000 mètres en 4 secondes. Le vecteur vertical soudain oblige les 4 missiles à pointer leur nez vers le ciel. Leurs faisceaux de commande se croisent et interfèrent. 2 missiles perdent immédiatement le verrouillage confus par les signaux contradictoires. Le troisième garde le verrouillage mais ne peut égaler l'angle de montée. Il passe à 200 mètres en dessous, assez près pour sentir la chaleur. Le 4e missile était parfaitement positionné mais manque de carburant de propulsion. Il décroche 500 mètres plus bas, retombe sur terre et explose. La manœuvre lui sauve la vie mais lui coûte tout son carburant de réserve. La situation empire, 2 nouveaux contacts apparaissent sur son écran de menace. 2 chasseurs Su-35 se dirigent vers lui à 150 km, l'illuminant déjà avec leur radar. Le radar Irbis-E du Su-35 de tête obtient un verrouillage à portée maximale. Il ne s'agit pas d'un balayage mécanique, mais de 1772 modules électroniques. Ce système peut suivre 30 cibles et en engager 8 simultanément. Le radar voit le SU-Wing 7 grimper au-delà de 6100 mètres. Il calcule son état énergétique et réalise que la cible est lente haute et sans échappatoire.
Le pilote russe sélectionne un missile hypersonique R-37M. Ce missile utilise un ingénieux moteur à double impulsion. La première impulsion le propulse à Mach 6 puis il plane pendant 40 secondes pour économiser son carburant. La deuxième impulsion s'allume pour le coup de grâce. Le R-37M est lancé alors que le Su-27 se débat encore pour atteindre son altitude de largage. Le missile n'a pas besoin de voir sa cible immédiatement. Le guidage inertiel le maintient sur sa trajectoire tandis que le Su-35 lui fournit des mises à jour 10 fois par seconde. Ce n'est qu'à 20 km de distance que son propre radar s'activera. Le pilote ukrainien observe le compte à rebours de l'impact tandis que l'altitude augmente lentement. Il lui faut 8230 mètres pour un largage JDAM optimal. En dessous, la bombe risque de ne pas atteindre sa cible. Le missile arrivera dans 45 secondes, il atteindra le point de largage dans 40. L'interface JDAM affiche des feux verts. La bombe connaît sa position, sa destination et estime pouvoir atteindre la cible. À 8170 mètres d'altitude, alors que le R-37M approche à 2000 mètres par seconde, le pilote largue la bombe. La JDAM EIR se détache du pylône central et entame sa transformation passant de masse inerte à arme intelligente. Des boulons explosifs libèrent les ailes. Des ressorts les poussent vers l'extérieur contre le flux d'air. Pendant 3-2 secondes, le pilote doit maintenir un vol stable malgré l'instinct de fuite. Toute manœuvre brusque pourrait endommager les ailes en déploiement ou interrompre le transfert des coordonnées GPS. L'autodirecteur du R-37M s'active à 18 km, trouvant immédiatement l'énorme signature radar du Su-27. Le missile calcule sa géométrie d'interception et sa charge de 60 kg s'arme pour une détonation par proximité. Il n'a pas besoin d'un coup direct, juste de se rapprocher à moins de 10 mètres pour inonder le ciel de fragments hypersoniques. La JDAM est libérée. Le pilote tire violemment le manche et se met en virage inversé tirant 9G. Les paillettes et les fusées éclairantes jaillissent derrière lui. Le système de commande de vol électrique de l'avion l'empêche d'arracher les ailes, mais de justesse. Le R-37M essaye de le suivre, mais ne peut générer suffisamment de portance dans l'air raréfié. Il passe 100 mètres au-dessus. La fusée de proximité détecte le Su-27 et explose. Des fragments criblent le fuselage, perçant des trous qui sifflent dans le flux d'air. La pression hydraulique chute, mais reste dans le vert. La température du réacteur droit augmente, puis se stabilise. L'avion est blessé, mais il vole. Derrière lui, invisible et irrécupérable, la JDAM EIR plane à 280 km/h vers son rendez-vous avec le poste de commandement russe. À l'intérieur de son cerveau électronique, une bataille fait rage entre le brouillage russe et l'ingénierie américaine. Au sol, un système russe Kasuga 4 inonde les fréquences GPS d'un bruit suffisant pour masquer le signal. Mais la bombe possède sa propre version de casque anti-bruit. Elle passe du GPS civil au code M militaire. Ce sont des signaux chiffrés sur des fréquences différentes. Le signal est faible mais lisible comme un chuchotement dans une foule. Entre les mises à jour GPS, le système INS prend le relais. 3 gyroscopes et accéléromètres qui enregistrent chaque changement de trajectoire. Le système accumule 5 mètres de dérive par minute, mais le GPS se met à jour toutes les 60 secondes pour corriger l'erreur. 4 minutes après le largage, le brouillage s'intensifie. Le GPS disparaît complètement. La bombe vole à l'aveugle, l'erreur INS s'accumule. Après 45 secondes, la dérive atteint 20 mètres. C'est dangereux car le bâtiment cible est à 30 mètres de structures identiques. Puis une percée. 4 satellites sont rétablis simultanément. Position mise à jour, erreur corrigée. La JDAM est de retour sur la bonne voie à 15 km de la cible. Le pilote, lui, plonge vers la base à 30 mètres d'altitude. On ne saura jamais à quel point la mission a frôlé l'échec. Sa jauge de carburant affiche 18%. Il est de nouveau sous l'horizon radar invisible dans le bruit de fond au sol. L'altimètre radar de la JDAM s'active à 300 mètres, balayant le sol 50 fois par seconde. L'ordinateur de guidage calcule l'altitude, la vitesse, la dérive due au vent et la localisation. Elle a besoin d'un angle d'impact de 72 degrés suffisamment raide pour pénétrer. Les gouvernes s'ajustent, échangeant la vitesse d'avancement contre l'angle de piqué. 3 immeubles identiques de 9 étages apparaissent séparés de 30 mètres chacun. Le système de guidage compare les images satellites stockées avec sa position actuelle. Le bâtiment cible présente des dommages de guerre uniques visibles sur l'imagerie.
La comparaison des motifs confirme la bonne cible avec 98% de fiabilité. Dernière correction pour un vent de travers de 15 newtonneux. Les gouvernes ajustent la trajectoire de 2 degrés vers la gauche. À 30 mètres d'altitude, le GPS fournit une ultime mise à jour. Cible parfaitement centrée à 3 mètres de la perfection. L'altimètre radar compte à rebours tandis que la fusée s'arme pour un délai de 25 millisecondes. C'est suffisant pour traverser 3 étages avant la détonation. Impact. La JDAM pénètre le toit à 94 mètres par seconde, traversant le 9e étage en 8 millisecondes, puis le 8e et le 7e. Explosion. 89 kg d'explosifs créent une surpression qui dépasse les limites structurelles par un facteur de 10. Les colonnes de soutien conçues pour des charges verticales rencontrent une force horizontale. La physique l'emporte. Le bâtiment s'effondre en 4-3 secondes, s'affaissant droit vers le bas, alors que chaque étage s'empile sur celui d'en dessous. Les structures adjacentes subissent des bris de vitres et des dommages cosmétiques, mais restent structurellement intactes. Une preuve de la précision chirurgicale de l'arme en milieu urbain.